qui est déjà un peu tardive. Donc, on voulait vous parler donc, de la stratégie de gestion des équipements de mouillage pour la plongée sous-marine. Donc, on prévoit une présentation en 2 temps, c'est-à-dire d'abord que de laisser place à BRL qui a travaillé sur un guide pour justement la mise en place de bouées de plongée. Donc, je vous laisserai la manette. Et puis après, avec l'OFB, donc on vous parlera de notre idée de rédiger aussi une stratégie de priorisation des sites d'équipement pour les sites de plongée sur la façade Méditerranée, un peu comme on a fait pour la plaisance, pour ceux qui connaissent la stratégie plaisance, mais qui bien sûr bien mondialement connue. Donc je laisse la parole à David et à Nicolas pour donc vous parler du guide qu'ils ont produit l'année dernière, donc en 2021. Merci Marion. Oui, on entend. Oui, bonjour. Donc David de Montbrison de la société BRL Ingénierie et Nicolas Proust. BRL Ingénierie, on travaille sur l'environnement et la biodiversité en France et à l'étranger. Et on est bureau d'études basé à Nîmes. Donc on va vous présenter ce travail qui a été réalisé en concertation avec la fédération, la NMP, l'OFB et la DIRM. Et donc l'objectif qui était de produire un guide sur avec des fiches sur le modèle du guide des mouillages SMEL et d'appuyer la planification, la mise en œuvre, l'installation, la gestion et d'éclairer bien entendu tous les acteurs sur les différents phasages de la mise en place d'un mouillage plongé, les enjeux, le respect des règles et des procédures. Il y a un volet réglementaire assez important dans ces fiches et de fournir quelques éléments aussi techniques, environnementaux. Le guide, il est vraiment ciblé pour les gestionnaires, les collectivités, les gestionnaires de mouillage plongé qui soient des réserves et puis aussi les structures de plongée, les différents usagers, mais aussi les instructeurs et les services de l'État qui sont impliqués dans la gestion et le suivi de ces dossiers de montage de mouillage de plongée. Donc la démarche, ça a été de partir des fiches SMEL et puis on a eu des entretiens ensuite avec à la fois les acteurs du secteur plongée sur les différentes départements et régions de la façade méditerranéenne, en Corse, dans le Var et les Bouches-du-Rhône, jusqu'aux Pyrénées-Orientales. Et puis quelques gestionnaires assez divers, la mairie de Marseille, Parc marin de Banyuls, ou aussi le syndicat de Saint-Tropez, le comité de communes de Saint-Tropez. Et puis au niveau des services de l'État, c'était les DDTM, mais aussi bien sûr la DIRM et l'OFB. Donc un mouillage de plongée, ça suit différentes étapes qui partent d'une réflexion initiale, du choix de la zone. Il y a une concertation importante, c'est un volet important de la démarche. Et puis ensuite, un montage de dossiers avec, au final, une contractualisation en général d'un prestataire chargé de la pose, de l'entretien des mouillages. Et puis des travaux pour l'installation, la désinstallation et la gestion de l'entretien pour vérifier que tout va bien pendant toute la phase d'exploitation de ce mouillage. Et donc avec des actions de communication qui sont nécessaires en concertation en amont et puis en aval également. Donc ça, c'est la démarche générale et toutes les fiches traitent en fonction de leur type de fiche des parties de tout ce processus-là qu'on a gardé vraiment en tête à chaque fois. Donc la première fiche traite du rôle et des responsabilités des différents acteurs dans la mise en œuvre d'un mouillage. Donc elle présente pour chacun des acteurs, qui soient services de l'État, les titulaires de l'AOT, le gestionnaire de l'AOT, qui soient les collectivités ou un site Natura 2000 ou un parc marin, pour chacun, et le prestataire, pour chacun de lister vraiment les différentes responsabilités qu'ils ont,
Et donc, on vous va présenter dans cette présentation voilà, l'architecture du guide et qu'est-ce que vous pouvez trouver dans chaque fiche en fonction de votre expérience et de vos intérêts. Et dans cette fiche numéro 1, donc, on présente également à qui faire la demande, pour quel sujet, en expliquant également le processus en lien avec la DDTM et les services de l'État de l'ADEAL. La fiche suivante, je passe la parole à mon collègue. Nicolas Proust, BRL Ingénierie. Donc j'ai travaillé avec David sur ce sujet. Donc la fiche numéro 2 qui concerne notamment la demande d'AOT. Donc on a essayé de simplifier entre guillemets au maximum la démarche, mais qu'il y ait les informations suffisantes pour les services instructeurs. Donc on décrit toutes les pièces constitutives de ce dossier. Également quelques compléments si on se trouve en zone Natura 2000 ou si on se trouve en site classé avec des notions paysagères notamment. Les fiches 3 et 4, elles sont très réglementaires, avec notamment les éléments attendus dans un dossier cas par cas. Donc il faut savoir que vu le montant des travaux sur ce type de projet, on se trouve uniquement dans un dossier cas par cas. Et également donc, les particularités pour si on se trouve en site Natura 2000 ou en site inscrit, site classé. Et puis également l'articulation entre ces procédures réglementaires et des notions de balisage notamment, des choses un peu plus techniques entre guillemets. Sur ce guide, sur ces fiches, on a également essayé de donner des informations sur les délais, ce qui est assez utile pour, quand on définit son planning, voilà, avoir une idée des délais que prennent ces différentes instructions pour monter son projet. Donc, ensuite, une des grosses questions qui se pose, c'est quand on a un site qui peut être plongé ou qui est vierge, combien de bouées on va mettre sur ce site pour la plongée. Et donc, on a produit une fiche sur comment dimensionner un projet de mouillage en présentant à chaque fois les différentes étapes, les données qui sont utiles également, où est-ce qu'on peut trouver ces données-là. Parce qu'en gros, on doit aussi s'adapter pour la dimensionnement, bon, vous le savez tous, à la fréquentation, est-ce que c'est un site abri ou pas un site abri, à la taille des bateaux en termes de type de mouillage. Et les différentes étapes qui sont mentionnées là permettent à la fois d'aider à la concertation préalable et aussi à monter le dossier qui sera utile auprès des services de l'État. Donc, d'avoir une connaissance de quel est l'état de la fréquentation, l'organisation des mouillages, à partir des données annuelles qui peuvent être fournies par les clubs, mais aussi un comptage sur site peut être demandé en fonction des sites. En tout cas, c'est préférable. Donc, il y a des propositions dans les fiches de protocole qui existent ou qui ont déjà été menées. Et puis de fournir une information sur le contexte général, les usages des sites de plongée. Mais ça passe par des échanges avec les services de l'État et ça passe par des échanges aussi avec, bien entendu, les structures de plongée qui sont sur place. C'est important aussi de décrire l'état initial de l'environnement en amont du projet, quelles sont les caractéristiques physiques, environnementales et paysagères, en particulier quand on est dans un site inscrit ou protégé. Et ensuite, pour le dimensionnement, bon, on ne va pas vous dire tout ce qu'il y a dans cette fiche, mais ce qui ressort quand même, c'est que globalement, pour le dimensionnement, c'est un vrai arbitrage de concertation entre les usages qui sont présents, les budgets disponibles aussi, les questions de sécurité, est-ce que c'est un site abri ou pas abri, et aussi l'environnement au niveau des habitats et des contraintes d'installation. Le calendrier d'un tel projet, ça prend quelques mois, 1 an et demi en fonction
des données qu'on a ou qu'on n'a pas et qu'il faut collecter. Voilà, la fiche présente aussi quelques éléments sur les enjeux environnementaux en phase de travaux, qui permet aussi d'influer sur le dimensionnement du site et des travaux. Cette fiche 5 que je viens de présenter, elle est très liée à toute la démarche de concertation et de consultation qui est importante pour préparer le dossier, pour échanger avec les acteurs. Donc en amont, c'est en priorité de se rapprocher très vite des services de l'État et puis d'avoir une concertation basée sur des éléments vraiment factuels. C'est pour ça que c'est important de les collecter avant, mais d'avoir des échanges avec les structures de plongée, la pêche également en particulier. Et puis en aval du projet, de préciser, voilà, d'informer sur le dimensionnement, quel est le bénéfice environnemental de tout ça, et qu'est-ce qui est interdit, les règles d'utilisation des bouées, de ne pas hésiter non plus à marquer sur les bouées elles-mêmes les éléments de priorité aux structures de plongée. Et puis ensuite, en termes d'éléments de communication, on donne quelques exemples de supports de communication et puis quelques éléments de coût aussi sur ce que ça peut représenter, ce poste budgétaire-là dans le projet. La fiche numéro 7, elle est plus technique, liée à comment on met en place les mouillages concrètement. Donc il faut savoir qu'on utilise uniquement des mouillages dits écologiques qu'on peut enlever par la suite potentiellement. Et l'angle d'attaque qu'on a pris, c'est de différencier les mouillages par rapport à la nature du fond. Donc avec des mouillages adaptés plutôt pour les herbiers, pour les zones rocheuses. Le coralligène, on l'évite, on le proscrit même. Et également les mouillages en zone sableuse. Ah non, tourne pas. Reviens en arrière, s'il te plaît. Donc, on a essayé de donner également quelques recommandations, des guides de bonnes pratiques. Donc, je pense notamment à tout habitat confondu, c'est d'avoir une ligne la plus simple possible, parce que les éléments de jonction sont source de casse. Donc ça, c'est des choses qu'on nous a fait pas mal remonter. Et également, dans le choix des prestataires, de demander des tests d'arrachement. Comme ça, on voit concrètement la solidité du mouillage au début. La fiche suivante, numéro 8, elle est en lien direct. C'est avant de penser à mettre des mouillages de plongée, qu'est-ce qu'on a comme alternative potentielle? Donc on a essayé de faire une liste de ce qu'on pouvait faire et ce que ça avait comme avantage et comme inconvénient. Il y a 3 solutions qui sont ressorties. Tout d'abord, ne pas ancrer ou ne pas avoir de mouillage avec un pilote qui gère directement le bateau. Ça se fait même, par exemple, sur des plongées dérivantes, avec le point d'entrée et de sortie d'eau qui peut être différent. Une autre manière, c'est plutôt de limiter le nombre de bouées, c'est la mise à couple. Si c'est prévu dès le début de pouvoir mettre 2 bateaux sur la même bouée, ça permettait de limiter le nombre. Et une troisième solution qui est plus confidentielle et qui pourrait s'adapter dans très peu de cas, c'est de mettre un anneau à terre, notamment sur les zones de falaise, où on vient s'accrocher directement à l'anneau. La fiche numéro 9, donc, elle concerne tout ce qui est éléments financiers, avec les coûts, donc coût des études, coût de la concertation, ensuite le coût des travaux, et puis dans un second temps, la gestion et le fonctionnement pour ces mouillages de plongée. En termes de recettes, donc il faut savoir qu'on ne fait pas payer pour les mouillages, donc il n'y a pas de recettes sur ces dispositifs. Par contre, il y a des financements, pour l'instant, oui. Il y a des financements possibles avec un certain nombre d'organismes qui peuvent subventionner assez fortement, notamment la création de mouillage. Ça peut aller jusqu'à 80% du montant total pour la création. Après, la gestion est faite par l'organisme. Et en conseil pratique, il y a
des éléments notamment par rapport au nombre de bouées. Il faut savoir qu'un plongeur, quand il intervient, il y a forcément des coûts fixes. Donc réfléchir au nombre de bouées, une seule bouée, ce n'est pas forcément le meilleur compromis en termes de coûts. Il vaut mieux prévoir partir sur quelques bouées. Ensuite, une fiche 10 qui est liée au contrôle, avec notamment les zones d'interdiction au mouillage, les ZIM, et les sanctions liées. Donc sur les zones d'interdiction au mouillage, on n'a pas trouvé de solution miracle ou de solution qui s'adapte à tous les sites. Il faut réfléchir au cas particulier. Donc il y a deux grandes options. Soit on balise la zone. Alors l'inconvénient, c'est que ça a un impact paysager et puis ça a un coût de faire ce balisage. Ou au contraire, l'autre solution, c'est de ne pas la baliser. Alors là, l'inconvénient, c'est que la zone, elle est moins matérialisée. Et puis en cas de contrôle, la position du navire est contestée ou contestable en tout cas. Donc on arrive à la dernière fiche de ce guide qui a essayé de dresser une liste de quelques questions que les gens peuvent se poser et d'essayer d'y répondre. On a eu un appui d'un juriste aussi qui a permis d'illustrer pour certaines d'entre elles des réponses assez juridiques en allant chercher s'il y avait de la jurisprudence sur des problèmes. Donc les 10 questions-réponses voilà, sont orientées autour des AOT, de la sécurité, principalement, de la relation avec la pêche. Donc je les cite juste pour vous illustrer. Est-ce qu'une structure de plongée peut se voir délivrer une AOT? Est-ce qu'une structure de plongée peut elle-même gérer tout ce qui est installation des installations et donc gérer elle-même les mouillages? C'est le cas dans beaucoup de sites en Corse, notamment de sites isolés. Quels sont les points d'attention à prendre en compte avec la pêche professionnelle? Quelles spécificités prendre en compte pour mettre en place un mouillage sur une épave ou bien sur un récif artificiel? Quand il y a deux navires sont à couple, est-ce qu'il y a des précautions à prendre? Les plaisanciers non plongeurs peuvent-ils utiliser le mouillage de plongée? Est-ce qu'il y a des conflits d'usage? Et en cas de casse de ligne, comment ça se passe? Donc là, il n'y a pas voilà. Et puis, je vous dis après, y a-t-il une obligation d'avoir un pilote sur le navire? Voilà, ce qu'on constate, c'est qu'il n'y a pas de jurisprudence de conflit d'usage avec une démarche juridique, qu'en général, c'est géré vraiment localement, et que les mouillages, finalement, s'il y a eu des soucis, c'était mineur et ça puisse se régler parce qu'ils sont bien dimensionnés soit par les structures, soit par les structures professionnelles sous-traitants, soit par les structures de plongée. Et donc, on voit voilà, qu'il n'y a pas de traces dans les tribunaux, en tout cas. On vous illustre là juste quelques-unes de ces réponses. Est-ce que voilà, les structures peuvent gérer elles-mêmes? C'est possible en théorie, il faut respecter quand même le cadre réglementaire, les niveaux de classe de plongeurs pour aller gérer les travaux sous-marins. Il y a une question d'assurance. Et la phase d'installation et d'entretien est particulièrement critique. Donc on est un club, une structure individuelle qui gère soi-même sa bouée et qu'il n'y a pas d'autre structure qui va plonger dessus, ça va. Par contre, quand c'est collectif, on a vu que c'est sensible pour savoir qui aura la responsabilité en cas d'accident. Donc, privilégier les structures professionnelles reste de mise. Et puis ensuite, une autre sur le pilote. Est-ce qu'il y a besoin d'un pilote? Le code du sport n'oblige pas à ce qu'il y ait un pilote, mais c'est la responsabilité des directeurs de plongée. Et voilà, il y a parfois des obligations qui peuvent être mentionnées dans un règlement intérieur d'un site de plongée en matière d'utilisateurs prioritaires ou non prioritaires. Voilà, un exemple de réponse. Vous trouverez ça, en tout cas, la réponse à toutes ces questions dans le guide. Et puis voilà, on est dispo pour répondre à vos questions maintenant. Merci.
Le guide sera en ligne sur le site de la DIRM la semaine prochaine. Merci. Donc, mais je pense que ce guide est très bien et destiné à l'ensemble des collectivités, parcs régionales, agglomérations, métropoles, etc., qui met en place ce style de mouillage. Ce qui est le cas, je crois, je me suis renseigné un peu, beaucoup sur le Côte d'Azur, le Var, Provence, je sais que la grande agglomération de Marseille met ça en place, le finance, gère les AOT, gère l'entretien, etc. Je sais qu'en Occitanie, ça se fait aussi sur une grande partie, ce qui m'a dit mon ami Eric. En Corse, on commence à en parler, sur le parc des Agréates. Dans les Bouches du Bonifacio, on en parle aussi. Mais les grandes oubliés là-dedans sont le centre de plongée. Beaucoup de centres de plongée sont extérieurs à ces zones gérées par les collectivités et gérées par les parcs. Oui, un centre de plongée peut faire ça. Il ne faut pas rêver. Une AOT, vous savez qu'est-ce que c'est une AOT? Une AOT, c'est minimum 10 pages, avec une étude d'impact, 10 pages avec les natures de fond, avec les photos de surface, à peu près un permis de construire. Un AOT est valable de 6 mois. 6 mois, une structure professionnelle, souvent est ouverte plus de 6 mois. Une AOT coûte entre 350 et 500 euros par an, par bouée. Renouvelable, bien entendu, ainsi que l'étude chaque année. Donc là, on commence à discuter de beaucoup d'argent. Et c'est là qu'on dit une structure de plongée qui a 10 sites de plongée n'est pas extraordinaire. Donc c'est quelque chose qui lui coûte beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent, et quand on regarde sur une durée plus longue, je dirais presque une petite fortune. Et tout ça pour faire quoi? Mais pour protéger les fonds sous-marines. C'est bizarre, moi demain je vais acheter une Zoé, vous savez la Zoé là, le truc électrique, mais l'État me subventionne une partie. Demain je vais mettre de panneaux photovoltaïques sur mon toit, l'État de nouveau va me subventionner une partie, et je peux en citer quelques-uns. Maintenant je vais protéger mon fonds de commerce, et je vais protéger les fonds sous-marines. Je ne parle même pas de la subvention de l'État sur l'achat de la bouée, les boots et tout le reste. Il faut que je paye d'abord à l'État pour pouvoir acheter ce qu'il faut pour protéger. Mais à un moment donné, je peux comprendre les structures qui vont dire, mais écoutez, moi j'ai 6 navires, hein, je jette l'ancre 2, voire 3 fois par jour, en été, avec 6 navires, et ça tout le temps. À un moment donné, il faut se poser la bonne question. Donc pour moi, les solutions, je dis bien pour cette catégorie, il n'y en a qu'une. Et c'est l'État. À un moment donné, il faut que l'État prenne, je dirais presque ses responsabilités, et qu'on se mette d'accord entre services et entre administrations, et qu'on arrive, et je veux bien le faire, je sais très bien avec Fred, faire une convention et un partenariat avec la fédération, mettre en place une AOT verte, un AOT vert, gratuit, avec un formulaire simplifié, avec un grand S, et non pas une étude d'impact fait par 4 ingénieurs et un permis de construire qui passe d'abord, parce qu'on ne l'a pas dit, mais là, ça passe d'abord pour avis à la mairie, après ça va dans une commission qui est présidée par le préfet, je ne vous dis pas le temps que ça prend. Donc, simplifier. Par la suite, pourquoi pas, la DDTM peut très bien fournir, vendre au comptant au centre de plongée une bouée avec un numéro. Le centre peut très bien mettre en place et là acheter ce qu'il faut pour sécuriser sa bouée et déclarer à la DDTM le numéro de la bouée avec un point GPS. Et là, on protège. Et là, on protège. On ne peut même pas dire que oui, l'État, c'est un manque à gagner pour l'État. Non. Non, parce que les centres, qu'est-ce qu'ils font? Soit ils continuent à jeter l'encre, donc pas de rentrer l'argent de toute façon sur les AOT, soit qu'est-ce qu'ils font? Elle a dit, hein, ils mettent des bouées eux-mêmes. Mais en Corse, oui, beaucoup mettent des bouées eux-mêmes parce qu'ils veulent protéger leur fonds. Ils veulent protéger le substrat. Ils veulent protéger leur fonds de commerce. Mais ils ne veulent pas que ça leur coûte 1 million. Merci. Oui, oui, juste en réaction.
En réaction, effectivement, on a pris en compte cet élément. On a souligné dans le guide qu'il y avait certains départements où les AOT sont gratuites, que cet enjeu reste vraiment un chantier effectivement de travail entre le secteur plongée et l'État pour arriver à trouver une solution pour C'est l'État. Micro. Ah, mais- Ouais. Jo, tu n'as pas de micro, t'entends pas. De toute façon, on va apporter des réponses à tout ça. Oui. Vous allez être contents. Noël est passé, mais c'est encore Noël. Enfin, Noël pour les adultes, c'est-à-dire que c'est pas non plus la magie de Noël avec des simplifications en 2 jours. Là, ce qu'a fait BRL, c'est déjà une grosse première étape. C'est-à-dire qu'auparavant, ce que vous nous faites remonter, et ce que tous les clubs nous font remonter, c'est en effet l'incohérence entre un club de plongée qui dit je veux protéger et derrière il me faut 1 an et quelquefois ça bloque et en plus ça coûte cher, pour faire simple. Donc là, l'objectif des fiches était déjà de mettre à plat les procédures. Parce qu'aujourd'hui, au moins que les règles soient claires. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un dossier d'AOT, alors je vais quand même un peu mettre un peu de réserve, c'est pas une étude d'impact, pour l'avoir beaucoup instruit, c'est pas un dossier de 500 pages qu'on demande, mais c'est vrai qu'il y a une petite évaluation environnementale qui est nécessaire, qui peut être menée de manière assez simplifiée si on met les bons éléments demandés par les services de l'État. Donc il y a eu un travail qui a été fait pour préciser ce qui est demandé. Après, il y a un travail à faire avec notamment les services instructeurs pour aussi avancer sur ces sujets-là. Donc sur cet aspect-là, je pense que les fiches répondent bien à ces aspects-là. Après, vous allez me dire, c'est bien, il y a des fiches, c'est super, mais ce qui manque, c'est le nerf de la guerre, c'est l'argent. Donc sur ça, il y a aussi un gros travail qui a été fait pour faire le tour des financeurs, hein, pour se dire, OK, qu'est-ce que vous financez? On l'a fait dernièrement sur des sujets de plaisance. Donc on a fait la même chose, on a été voir les financeurs habituels publics pour se dire, qu'est-ce que vous pouvez financer? Aujourd'hui, on s'est à peu près mis d'accord sur le fait que tout ce qui est investissement, s'il y a un enjeu écologique, évidemment, on va aider, non seulement aux études, mais également aux travaux. Et quand je parle d'études, ça inclut aussi l'appui aux dossiers réglementaires. Après, il va rester en effet les coûts de fonctionnement qui, hélas, ne sont pas inclus pour des raisons de règles publiques. Hein. C'est comme votre Zoé, hein, vous payez l'électricité. Mais c'est déjà un énorme effort. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en termes de subventions, on peut atteindre quasiment 80% de l'équipement et des études pour installer les bouées. Reste aujourd'hui à faire ce travail de se dire qu'est-ce qu'on finance. Donc là, ça me permet d'embrayer sur le point suivant. C'est à moi de le faire. Hop. Sur aujourd'hui la stratégie d'équipement. Donc on a prévu un certain nombre de réunions dans chaque département où est-ce qu'il y a beaucoup de plongeurs pour se dire où est-ce qu'il faut Fred, équiper. avant de poursuivre, il y a une question de... Ah, pardon. Oui, Christophe Serre, département Alpes-Maritimes et gestionnaire d'une aire marine protégée attribuée au Conservatoire du littoral. Juste une remarque au niveau de la réglementation et par rapport aux autorisations pour une AOT. Il faut savoir, il n'y a pas forcément énormément d'aires marines protégées qui sont attribuées au Conservatoire du littoral. Mais pour ces aires marines protégées attribuées au Conservatoire du littoral, le service instructeur n'est plus le service de l'État. C'est-à-dire qu'on oublie la DDTM, c'est le Conservatoire du littoral qui instruit la demande, auprès de qui on dépose la demande et qui attribue cette AOT. Donc ça serait important à spécifier, parce qu'en tant que gestionnaire de terrain du conservatoire, de site du conservatoire, on est souvent confronté à ce problème avec les gens qui envoient à la DDTM, perte de temps, les dossiers qui nous reviennent ou alors qui sont perdus. Donc ça pourrait être intéressant parce que c'est quelque chose qui se développe de plus en plus. On a de plus en plus de terrains attribués au Conservatoire du littoral en mer. Donc ça pourrait être intéressant d'avoir cette précision justement, terrain du Conservatoire du littoral, Conservatoire du littoral. Et après, l'instruction est la même, hein, mais celui auprès de qui on dépose, c'est vraiment le Conservatoire et c'est lui qui instruit la demande. Voilà. J'en profite pour, par rapport aux redevances qui sont demandées donc,
lors d'une demande d'AOT. Donc, pour vous dire qu'il y a quand même des discussions entre la préfecture maritime de Méditerranée et également Bercy pour essayer justement de réduire le coût de la redevance pour des mouillages écologiques quand il y a protection de l'environnement. Il y a des discussions qui sont en cours. Sachant qu'on a des règles différentes par département. C'est-à-dire qu'il y a certains départements où la redevance, en effet. Donc c'est un travail qu'on fait en interne aussi pour essayer d'être cohérent sur ces aspects-là, évidemment. Et juste une autre petite remarque, dans les fiches, la question, il y avait l'aspect installation de mouillage sur des récifs artificiels. Donc là, je ne sais pas ce que vous entendez là-dessus. Nous, au niveau du département des Alpes-Maritimes, on a 4 zones marines protégées aménagées en récif artificiel. Donc il faut savoir qu'une zone qui a été aménagée en récif artificiel, c'était à but de protection. Donc il y a dans tout ce secteur, il y a une interdiction de plongée. Voilà, donc installer un mouillage dans une zone protégée où il est interdit de plonger sur les récifs artificiels, faire attention parce qu'on risque de rentrer en compétition entre guillemets avec d'autres démarches actuelles sur des mouillages dans des zones protégées, récifs artificiels. Donc je ne sais pas en quel sens vous l'avez utilisé, mais peut-être ce terme récif artificiel est à manier avec précaution parce que ça peut entraîner des confusions et des problèmes après dans des discussions futures. Oui, merci. Je réponds juste sur les récifs artificiels. C'était principalement lié à ce qui émerge actuellement à Agde, avec un site dédié à la plongée qui est d'envergure, qui est de taille vraiment importante et qui du coup peut être à la fois un substrat pour un mouillage parce il peut être conçu pour ça. Donc ça serait intéressant à ce moment-là de préciser récif artificiel à destination de la plongée. Ah oui. Voilà. Oui. Oui, c'est ce qui est mentionné, je pense, dans les fiches. Oui, juste une petite précision, un témoignage. Yann Strebler du département des Alpes-Maritimes. Oui, je suis avec mon voisin. Donc, des conflits d'usage, il y en a malgré tout sur les bouées. Ça se règle plus ou moins et des fois moins. Juste une petite anecdote, ça arrive et c'est toujours pas réglé depuis 5 ans. Il y a un cas d'un navire qui continue de jeter son ancre devant la bouée. Et là, je serais intéressé de partager cette question parce qu'évidemment, nous n'avons pas le droit d'aller vérifier le contrat d'assurance parce que l'argument qu'il utilise, c'est de dire mon assureur que j'ai sollicité me rappelle que dans mon contrat, il y a une clause qui m'oblige d'utiliser ma ligne de mouillage parce que s'il y a une rupture, je ne serai pas couvert. Voilà. Et du coup, les bouées qu'on a installées pour tout le monde ne peuvent pas être utilisées par ce monsieur. Donc j'ose imaginer que malgré tout, il y a peut-être des contrats spécifiques, mais a priori, il y a quand même des contrats génériques appliqués à tous et qu'il y a peut-être un peu de mauvaise volonté de sa part. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'on essaye de travailler dessus et que la conciliation, c'est... Et là, j'insiste pour dire, la conciliation des usages, oui, c'est de l'énergie, mais on y arrivera, vous inquiétez pas. Merci Yann. Juste sur ce point-là, il me semble qu'une assurance, ça se change déjà. Après, la question des conflits d'usage, ça me fait penser à la procédure. Typiquement, dans la procédure, il y a en effet un passage à un moment donné, et ça, on ne le changera pas, et c'est aussi normal d'un point de vue sécurité et autres usagers, un passage dans ce qu'on appelle commission nautique locale, pour une question de sécurité, tout simplement. Donc il y a d'autres usagers, notamment les pêcheurs, mais pas que, qui donnent leur avis. Donc en effet, c'est aussi important que c'est la concertation dès le début. Et je sais que j'ai eu vent aussi de difficultés sur certains territoires, que dès le début, les pêcheurs puissent être associés notamment à ces discussions avec les plongeurs. Et c'est aussi un point important par rapport au centre de plongée, ça qu'on a un peu moins identifié dans les fiches, mais tout simplement parce que même si on va aider l'investissement, au final, je ne suis pas certain que ce soit le centre de plongée qui soit le plus à même à porter un projet. Pour nous, l'enjeu, c'est quand même plutôt de faire porter ces projets par les collectivités qui ont un territoire devant chez elles à mettre en valeur, etc., avec des acteurs qui... Donc voilà, donc ce sujet de centre de plongée, je pense que dans certains cas, où il y a, notamment en Corse, où il n'y a pas forcément des endroits, beaucoup de communes prêtes à le faire, ou des toutes petites communes, le centre de plongée pourrait le faire, mais il faut réfléchir à un système pérenne. C'est là la difficulté. Oui, après on a aidé un projet de Zmel sur Roglia, une commune de 500 habitants qui porte un projet, donc ça peut se faire. Pour vous donner donc l'idée un peu simplement, donc là l'idée, on va faire le tour des